Hey, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois d'avril qui a été... mais, Oh, c'était pas le mois de mai. Oh, ça aurait été drôle ça. Oh, qu'est-ce que ça aurait été drôle que le mois de mai soit mai. Bref. J'ai 7 livres à vous présenter. Ne perdons pas de temps. C'est parti. Pour le premier livre, il s'agit des fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines de Lydie Tabarin, paru aux éditions Hachette. Ici, nous allons suivre 3 points de vue, mais principalement celui d'Andarina et de Isabelle, qui viennent toutes deux de familles qui confectionnent du thé grâce à des pouvoirs qu'ils doivent garder secrets. Leurs thés sont délicieux, ont beaucoup de succès auprès des nobles, auprès de la famille royale également. C'est pour cela qu'un jour, les deux filles vont être appelées au palais car la reine a été assassinée après avoir bu un thé et on va leur demander de trouver le ou la coupable. Sinon, ce sont leurs familles qui vont être accusées. Et détail très important, Andarina et Isabelle ne peuvent pas se saquer. Ce sont deux anciennes meilleures amies, mais qui, à cause d'un drame, se sont éloignées et dont les familles ne se parlent plus. Donc comment vous dire que ça envoie des étincelles. J'avais beaucoup misé sur ce livre. Il s'agit d'un Rivals to Lovers, d'une fantaisie un peu estivale, inspirée de la Méditerranée, des archipels au 19e siècle. Il y avait une romance lesbienne, il y avait des complots, tout ce qui pouvait me plaire. Mais cela n'a pas été le cas. Premièrement, parce que j'adore les complots politiques, j'adore les intrigues et tout, j'adore les petits retournements de situation. Sauf que quand vous êtes incapable de vous situer les capitales ou les pays les uns par rapport aux autres alors qu'ils sont au centre de ces intrigues, c'est très compliqué. Car il n'y a pas de carte au début du livre. Et c'est un énorme point noir parce que on est tout de suite plongé la tête la première dans les complots, sauf qu'il est très compliqué de comprendre les tenants et les aboutissants quand on a du mal à visualiser de quel pays on parle, où est-ce qu'il se trouve par rapport aux autres, et même parfois, je ne savais pas si on parlait d'un pays ou de la capitale d'un pays. Enfin bref, c'était un petit peu le bordel. C'est dommage parce que, comme je l'ai dit précédemment, une carte aurait suffi à régler ce problème. J'aime bien que l'autrice ne prenne pas pour des imbéciles et considère qu'on connaisse un petit peu ce monde. Mais il y a un juste milieu à respecter parce que oui, je déteste quand les personnages te racontent comment fonctionne leur monde, ça c'est non. Mais quand tu donnes trop de détails comme si tu étais né dans ce monde, c'est un peu compliqué. Même point, j'ai adoré Andarina et Isabelle, en tout cas leur petite relation de chippie, de rivales à s'envoyer des répliques acides dans la tête. Je trouve qu'elles ont une relation très intéressante puisqu'on parle d'anciennes amies qui sont devenues rivales, qui se détestent, qui sont obligées de devenir alliées pour sauver leur famille. Et à la fin, oh, c'est pas un spoiler, enfin si c'est un petit spoiler, mais je vous l'ai dit, c'est un Rivals to Lovers, qui finissent par s'aimer, mais il m'a manqué un truc. Il m'a manqué le passage de alliés à s'aimer. J'ai l'impression qu'on a sauté une étape. Alors certes, elles étaient amies précédemment, donc elles se connaissent depuis longtemps, mais dans leur façon de penser, je n'ai pas retrouvé ce petit fil qui va les conduire au fur et à mesure à s'aimer. Et moi, quand je ne crois pas en l'histoire d'amour, en l'histoire entre elles, je suis un peu spectatrice, mais je n'avais pas mon popcorn, vous voyez. Moi, d'habitude, quand j'adore quelque chose, j'ai mon petit popcorn et je fais allez, donnez-moi en plus. Là, ce n'était pas du tout le cas, j'étais vraiment... je regardais, mais ça ne me touchait pas du tout. Nous avons aussi un troisième personnage qu'on va suivre, Feng, qui est gender fluid. Parfois, dans certains chapitres, il va être un garçon et dans d'autres chapitres, elle va être une fille.
Ce personnage j'aurais beaucoup aimé apprécier ce personnage, sauf que comme Yel est en plein dans les complots politiques, intrigues, et que je n'y comprenais rien, et ben non, ça ne l'a pas fait. Et ça m'énerve, si vous saviez combien ça m'énerve de ne pas avoir apprécié ce livre. D'ailleurs, vous voyez, je ne l'ai pas, je l'ai déjà revendu. Mais j'en attendais tellement. Je commence à penser que j'ai un problème avec les one-shots en fait. Parce que ça me l'avait déjà fait pour le Serment des Traqueurs. Il me manque toujours cette petite évolution entre les personnages. Au détriment, enfin, il y a l'intrigue et c'est au détriment de la relation entre les personnages des one-shots, j'ai l'impression. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Or, surtout en fantasy, mais... Ah, ça m'agace. J'aurais bien voulu l'aimer. Pour le deuxième livre, je vais être assez rapide, car il s'agit de Brezel Break de Maëlle Dezard, paru aux éditions Slalom. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus, donc je ne peux que vous conseiller d'aller le voir. Ça a été une de mes petites pépites de ce mois-ci, une des seules d'ailleurs. Une des seules. C'est un contemporain en Alsace. Ça parle de l'adolescence, le fait de s'aimer soi-même, enfin d'apprendre à s'aimer soi-même, vraiment. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, n'hésitez pas à aller voir des avis sur internet, il le mérite, il était génial. Le troisième livre, il s'agit de la fantaisie Les Noces d'ombre et de fumée d'Olivia Gomez, qui a été édité par elle-même. Ici, nous allons suivre Priya dans un monde où la magie est mortelle pour les femmes. Elle fait partie d'une sororité qui est bien détestée par les hommes. Ici, c'est une société très patriarcale, très, voilà, les hommes dominent. Sauf que du jour au lendemain, elle va être fiancée à Ezio, qui est l'héritier du Doge, donc le chef d'une ville ou d'un royaume. Je ne sais pas à quoi ça, je ne sais plus à quoi ça correspond. Et nous allons suivre, elle va devoir du coup se marier avec lui. Et elle va devoir tomber enceinte de lui. Sauf qu'il faut savoir que les femmes meurent lorsqu'elles accouchent d'un mage, d'un enfant, d'un garçon qui a des pouvoirs. Du coup, on va suivre Priya en train d'intriguer, en train de comploter contre ses ennemis pour les faire tomber. Parce que son but, c'est de quick tout le monde. Parce qu'elle, il est hors de question que... Elle meurt pour donner naissance aux enfants, à un enfant qui appartient à son ennemi. Ça c'est non. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas lu une fantaisie d'une traite. C'était très intéressant. J'ai adoré suivre Priya justement dans tous ces petits complots de comment elle allait s'en sortir. Alors j'ai vu quelques petits fils de l'intrigue un peu en avance. Ce n'est pas très grave, hein, quand on est habitué à la fantaisie, il y a quelques petites choses qu'on peut facilement deviner, ce qui ne m'a pas empêché. Ce qui ne m'a pas empêché d'apprécier ma lecture. Néanmoins, cette lecture aurait pu être un beau coup de cœur, mais c'est juste devenu une lecture sympathique, car sur les réseaux, partout, on a vendu ça comme une romantaisie, sauf que je ne suis pas d'accord avec ce terme. Certes, il y a une petite romance qui arrive très tardivement, tellement tardivement que je me suis demandé si Priya n'allait pas la faire à l'envers à Ezio à un moment donné ou vice versa. Et c'était tellement pas évident parce que, encore une fois, comme les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines, on passe d'ennemis à alliés à on s'aime. Et il manque le milieu. Les gars, il manque le milieu, c'est pas possible. Arrêtez de faire ça. Moi, il me faut vraiment il faut que ça évolue au fur et à mesure. Et évidemment, nous sommes encore dans un one-shot. Donc, vraiment, je me pose la question, est-ce que ça a un problème qu'on retrouve dans les one-shots? Là, je vais arrêter de faire ça à chaque fois. Je fais ça dans toutes les vidéos. Promis, je suis pas italienne. Mais non, d'ailleurs en parlant d'Italie, c'est une fantaisie qui est très inspirée de la Renaissance, il me semble, italienne. Donc voilà, ça change un peu d'habitude. Mais ça m'a énervé, si vous saviez. Alors je m'attendais pas de la enfin, elle m'a fait romantaisie, mais moi, romantaisie ou pas, je m'en manquais un petit peu.
Il y avait beaucoup plus de complots et d'intrigues et ça m'allait complètement. Mais encore une fois, je n'ai pas cru en l'histoire d'amour à la fin. Non, non, là les relations, je n'ai pas pu, ce n'est pas possible. Ce qui est bien dommage, que j'aurais vraiment aimé suivre leur relation au fur et à mesure, voir comment ils commencent un petit peu à s'aimer. Là, j'ai l'impression que ça sort encore de nulle part. Faut arrêter de faire ça dans les one-shots. Stop, stop. Vous voulez de l'humour noir? Servi par une petite fille de 6 ans. Je vous présente Paulinette, Faux et Paillettes de Serena Howell, paru aux éditions Plume Blanche, qui était tellement drôle, c'était lumineux, c'était marrant malgré des thèmes assez durs. Ici, on va suivre Pauline aka Paulinette, qui fait partie d'une famille de faucheurs. La Paulinette est très contente car elle a reçu son tout premier contrat et elle va pouvoir commencer à quick les gens. Paulinette est une petite fille attendrissante, lumineuse, pailletée et bonne reine des gaffes. Enfin, elle fait beaucoup de gaffes, elle fait beaucoup de choses qui ne vont pas car c'est une petite fille. Donc elle pense comme une petite fille. D'ailleurs, grand big up à Serena qui a su retranscrire avec justesse les propos d'une enfant. Vraiment, on s'y croyait. On va en plus aborder des sujets assez graves. On va parler du suicide, on va parler d'accident de la route, même d'accident dans un manège, et sans qu'à aucun moment ça comment dire, ça nous heurte. C'est même tourné de façon à ce que ça soit drôle. Enfin, ce n'est pas drôle, mais on peut s'empêcher d'avoir un petit sourire, un petit quelque chose, alors que c'est super grave ce qui se passe, c'est terrible. Par exemple, pour la partie où il y a un suicide, Paulinette a un rendez-vous, il me semble, avec ses amis, et du coup, comme la personne met du temps à se décider, on voit Paulinette qui commence à « oh là là, il est pas possible là, vas-y, lance-toi », enfin bref. On la voit un peu s'énerver en mode bon, c'est quand qu'il passe à l'acte, mais c'est terrible. C'est terrible, mais c'est tourné d'une façon que je peux pas vous l'expliquer, c'est pas possible. Alors moi c'est tout à fait mon genre d'humour, hein. Encore une fois, on est bien dans l'humour noir, mais en même temps de l'humour noir pailleté. C'est un mélange des malheurs de Sophie avec Dolorine. C'est quoi Dolorine? Elle est là. Dolorine à l'école d'Ariel Holz. C'est un peu voilà, ce genre de personnage. C'est extrêmement drôle. Mais comme vous pouvez le constater, ce n'est pas le livre. Et oui, il y a eu un petit couac. On va suivre du coup Paulinette dans plusieurs missions. Sauf que les missions au fur et à mesure deviennent un petit peu redondantes. C'est toujours un peu la même chose. Paulinette fait des gaffes. Elle risque d'avoir des problèmes avec ses supérieurs. En plus, à partir du 3/4 du livre, on ne va plus suivre Paulinette, mais un autre personnage que je vous laisserai découvrir. Et je trouvais ça beaucoup moins intéressant. Donc voilà, c'est redondant. La partie un peu moins intéressante, mais par contre, un petit retournement de situation à la toute fin qui m'a fait dire « Ah oui, c'est là où l'autrice voulait nous mener, d'accord, ok, je ne l'avais pas vu venir, donc c'est assez cool. » Je ne peux que vous le recommander si vous voulez rigoler un bon coup avec comme sujet la mort sous toutes ses formes, avec une petite fille de 6 ans avec de très belles robes. Allez-y, n'hésitez pas. J'ai pu lire ensuite 2 audiolivres de même autrice et qui viennent de la même saga. Il s'agit de La nuit où les étoiles se sont éteintes ainsi que Le jour où le soleil ne s'est pas levé de Neil Gaiman et de Marie Alino, si je ne me trompe pas. Alino, c'est ça. Vous me connaissez maintenant, le contemporain et moi, on n'est pas très copains, mais en ce moment, on est comme ça. Et j'avoue qu'en audio, ça passe beaucoup plus facilement. Dans La nuit où les étoiles se sont éteintes, nous allons suivre Finn,
qui vient d'arriver chez son oncle et sa mère est en prison pour meurtre. On va suivre toute son année scolaire. Il va y avoir un peu deux histoires en parallèle. On va le suivre dans le présent lorsqu'il fait un road trip avec sa bande d'amis. Et on va suivre aussi des chapitres qui reviennent en arrière et qui expliquent comment s'est passé son année scolaire, comment il s'est fait ses différents amis, en sachant que Finn, c'est un peu le bad boy par excellence, avec ses tatouages, avec très bagarreur, très dans l'alcool, très dans les drogues, dans tout ce que vous voulez. En même temps, on peut que le comprendre parce qu'il n'a pas eu une vie facile. Film m'a touchée sans vraiment me toucher. C'est vraiment sa bande d'amis qui sont hautes en couleur les uns j'y crois. Là, pour une fois, par rapport aux autres livres que je vous ai présentés, là, les relations, j'y ai vraiment cru. On sent le côté humain de l'histoire. Et en plus, là, j'ai découvert un de mes nouveaux personnages préférés, toute fiction confondue, avec Nate, qui est un petit soleil, d'ailleurs, je fais un petit mélange, mais du coup, Nate, c'est le héros de le jour où le soleil ne s'est pas levé, c'est ça? Ou ne s'est plus levé, je sais plus, c'est quoi? Je me trompe pas. Le jour où le soleil ne s'est plus levé, c'est bien ça. Dans ce livre-là, on va suivre du coup la même histoire, mais du côté de Nate, avec sa version, avec son point de vue. Et Nate est un personnage qui m'a tellement touchée, mais vraiment au cœur. C'est un personnage lumineux et en même temps tellement sombre. En fait, c'est un personnage qui joue un rôle qui ne montre pas ses faiblesses devant les autres, ne veut pas les montrer. Il fait croire que tout va bien, alors que tout ne va pas bien. C'est vraiment quelqu'un qui est angoissé, qui a des crises, qui pense qu'il ne mérite pas de vivre. Enfin, déjà, il me touchait beaucoup dans la nuit. Je veux dire la nuit, maintenant c'est plus simple, dans la nuit. Mais dans son roman, mais oh là là, c'est vraiment, je me sentais pas bien après. J'avais juste envie de le prendre dans mes bras et de lui faire un énorme câlin. Oh là là, c'était... Par rapport à Finn, Nate est gay, ouvertement gay, et il a vécu du harcèlement. Avec son père, ça se passe pas très bien, avec son père est militaire, il voudrait que Nate suive un peu cette voie-là, alors que Nate veut faire du théâtre, c'est sa vie, le théâtre. En plus, il est chanteur, c'est Nate. Et voilà, pour ces deux livres, alors surtout pour l'histoire avec Nate, je vous conseille d'aller bien dans ces moments-là, parce que vraiment, alors, pas par rapport à la nuit, moi ça allait, mais par rapport au jour, c'était... Vraiment, j'ai cru que j'allais finir en dépression alors que j'allais très bien. C'était... Les comédiens de doublage, je n'ai plus leur nom, ont fait un travail merveilleux sur les voix des personnages, sur leurs pensées, sur leur manière de dire les choses, qui m'a encore plus, du coup, heurtée que si j'avais lu moi-même. Je regrette pas. Ça faisait partie des livres que je voyais sur les réseaux tout le temps. Et j'étais en mode, non mais c'est bon, moi les livres comme ça, je suis sûre que ça vaut pas le coup, enfin c'est bon, non. Bah si, je regrette pas de ne pas les avoir lus avant. Comme ça j'ai pu les lire en audio. Mais vraiment oui, non. Ce contemporain en tout cas, ces deux contemporains m'ont beaucoup touchée. J'ai passé un excellent moment malgré tous les trigger warnings qu'il y a dedans, hein. Parce qu'encore une fois, il y a de l'alcoolisme, on parle de suicide, on parle de dépression, on parle de drogue, on parle de fait de se battre, on parle de homophobie, on parle de plein de choses dans ces livres. Des sujets, voilà, assez importants. Donc, voilà, je vous laisserai vous faire votre propre avis. En tout cas, Nate, ça a été une très belle rencontre. Et nous allons finir par
un livre que j'ai abandonné. J'aurais peut-être dû finir par la nuit et le jour, mais ce n'est pas grave. Je suis très très triste parce qu'il s'agit de Magie et Sentiments, les secrets de Longdawn de Ariel Holz. J'adore cet auteur. Ça nous promettait une romantaisie avec... Pour moi, c'était un mélange des chroniques de Bridgerton avec les chroniques Lumière. Un peu de science-fiction et un peu de cette ambiance... comment ça s'appelle? Ambiance victorienne dans un Londres qui est pas parallèle au nôtre, mais une autre version de notre Londres. Là, elle s'appelle Longdown, pas London, Longdown. Enfin, il y a énormément de jeux de mots sur les villes pour vous montrer que oui, c'est inspiré clairement de villes qui existent vraiment, mais en même temps, elles sont différentes parce qu'ici, on va suivre du coup Luc et Sheva. Luc fait partie d'une famille noble, bourgeoise, qui contrôle certains éléments. Il y a la magie un peu élémentaire. Et aussi la magie par rapport au sort. Alors j'ai pas trop compris, il y avait un peu des deux. Et on va suivre Sheva qui est une lunaire, qui vient de la lune. C'est un peuple dont les... Non, pas descendants du coup, les antécendants, les personnes qui vivaient avant eux, vivaient avant à Londres, enfin en Angleterre, mais qui sont... Je sais plus, il y a eu un problème. Je sais plus ce qu'il y a eu. Il y a eu un problème, du coup, ils sont partis coloniser la Lune. Bon, bref. Et la sœur de Luc et le frère de Sheva sont promis l'un à l'autre pour faire une alliance entre la Terre et la Lune, enfin entre Longdawn et la Lune. C'est un enemies to lovers. Enfin, ils sont pas vraiment ennemis, mais en même temps, ils se tournent autour. Et ça aurait pu marcher, sauf que ce genre de trope où le garçon et la fille ne s'envoient que des trucs à la tête, mais ça me fatigue. Ça me fatigue tellement. En plus, encore une fois, alors je sais plus si j'en avais parlé dans une autre vidéo, mais ça m'agace ce genre de personnage qui arrive toujours à trouver la bonne réplique au bon moment, alors que moi, perso, les répliques au bon moment, je les trouve 3 heures après quand je suis dans ma douche. Vous voyez, pour moi, c'est plus réaliste. Et il y a toujours ce genre de personnage. C'est assez agaçant. Et ce qui ne l'a pas fait pour moi aussi, c'est que là, contrairement à Lydie Tabarin, Ariel Holz, d'ailleurs c'est paru aux éditions où je crois, j'ai même pas dit éditions, je crois, Slalom, il me semble. Slalom, oui c'est Slalom. Ariel Holz est tellement fier de son univers, et il a tout à fait raison, c'est assez original, mais il est tellement fier que à chaque chapitre, presque à chaque page, il faut toujours qu'il nous donne des renseignements, des informations sur l'univers. Personnellement, moi, ça me casse la lecture, ça me casse l'intrigue. Moi, je veux juste suivre l'histoire et les personnages avec quelques petits ingrédients par-ci par-là, des petites informations sur le monde, sur cet univers, mais pas tout le temps. Ça me fatigue, j'ai pas envie de ça. Ok, t'es fier de ton univers, y a pas de souci, mais non. Au bout d'un moment, ça fait un peu trop, ça casse un peu le truc. Et ça m'agace. J'adore Ariel Holz, j'avais adoré Les Sœurs Carmine là, qui se trouvent ici. Vraiment, ce sont des livres que j'apprécie énormément. Mais non, là j'ai dû abandonner à la moitié, je crois. Je me suis quand même accrochée. Hein. Je me suis dit non, mais ça va démarrer à un moment donné, mais non, ça l'a pas fait avec moi. Cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, me dire si vous avez lu certains de ces livres dont je vous ai parlé, si je vous ai donné envie de les lire. En tout cas, je vous souhaite à tous et à tous de très bonnes découvertes et de très bonnes lectures. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!